tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. On y a recours pour déceler un cancer, une maladie du sang ou une maladie génétique par le biais d'une simple prise de sang. Une science qui contribue à plus de 60% des diagnostics. Mais est-elle sûre? Permet-elle d'adapter le traitement aux patients? Et quels sont les derniers progrès scientifiques? Ces questions, nos invités du jour vont y répondre. Le professeur Bruno Lacarelle, responsable du pôle de biologie de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Le docteur Corinne Frère, qui travaille au sein du service d'hématologie de ce même établissement. Et le docteur Hélène Zattara, à la tête de l'unité de cytogénétique onco-hématologique du CHU Timone. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, parler de biologie médicale, c'est parler de spécialités aussi différentes que la biochimie, la microbiologie, la génétique, et tout débute par une simple prise de sang. Alors oui, effectivement, tout débute la plupart du temps par une simple prise de sang. Il peut s'agir dans certains cas d'autres liquides biologiques, tels que les urines par exemple, mais effectivement, tout commence très souvent par une simple prise de sang. Et est-ce que ces analyses permettent de confirmer ou d'infirmer un diagnostic? On peut penser à un diagnostic de cancer, par exemple? Alors oui, ça participe très souvent au diagnostic, même si un diagnostic s'appuie très souvent sur, d'une part, des examens cliniques et d'autre part, des examens paracliniques dont font partie les analyses biologiques. Mais effectivement, dans certains cancers, aujourd'hui, le diagnostic se fait très clairement sur un résultat biologique. Est-ce que c'est un diagnostic facile pour la partie biologie médicale ? Alors tout dépend, il y a effectivement des analyses extrêmement simples qui se font au moyen d'automates. Par contre, dans un certain nombre de cas, c'est beaucoup plus complexe et ça demande une réelle expertise. Avec beaucoup d'examens ? C'est excessivement variable. Parfois, un seul examen permet de faire le diagnostic d'une pathologie, alors que dans d'autres cas, nous aurons recours à une multitude d'examens pour arriver à un diagnostic global sur une pathologie donnée. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ce reportage tourné à l'hôpital de la Timone au sein de plusieurs services de biologie médicale. Dans ce service, les chromosomes sont étudiés chez des enfants atteints de cancer du sang, avec à la clé un traitement différent. Certaines anomalies chromosomiques qui sont corrélées à de mauvais pronostics vont entraîner une prise en charge différente, c'est-à-dire que certains enfants vont bénéficier d'une greffe de moelle en première intention, alors que ça ne fait pas partie du traitement classique. Donc ne subiront une greffe de moelle que les enfants pour lesquels un pronostic est considéré comme défavorable. La biologie médicale permet aussi de détecter des maladies du sang, ce qui peut être le cas lors d'un passage aux urgences. On a des pathologies qui sont aiguës et qui nécessitent une prise en charge immédiate. Et la biologie est évidemment en premier rideau, puisque les maladies du sang, évidemment, le diagnostic se fait sur une prise de sang et sur l'analyse sanguine des résultats. Et ensuite, évidemment, en fonction du résultat en urgence, le patient sera adressé dans le service d'hématologie du CHU Timone, où il sera pris en charge au niveau thérapeutique immédiatement. Quelques étages plus haut, des tubes de sang sont aussi analysés, mais cette fois dans le diagnostic d'une maladie génétique. On va réaliser une extraction de l'ADN, c'est-à-dire une extraction du matériel génétique à partir des globules blancs. Et puis ensuite, on réalise des analyses effectivement qui sont très manuelles, donc qui sont assez longues par rapport aux analyses de biologie classique dont on a l'habitude. Ici, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'on va explorer en cascade plusieurs gènes différents. Les gènes du patient sont comparés à des gènes de référence. La différence est alors interprétée pour savoir si elle est responsable ou non de la maladie génétique suspectée. Docteur Zattara, dans votre service, vous, quel est votre rôle? À quel moment est-ce que vous intervenez? Alors nous, on intervient en complément du laboratoire d'hématologie. Notre activité est étroitement corrélée avec celle du laboratoire d'hématologie qui pose le diagnostic de leucémie aiguë, qui va caractériser certains éléments, et nous on participe à la caractérisation également de ces leucémies. Pour savoir à quel stade on en est et décider peut-être des suites à donner? C'est pas forcément le stade, c'est surtout la caractérisation de l'anomalie moléculaire ou de l'anomalie cytogénétique qui va être un des éléments de pronostic et qui va permettre d'adapter le traitement par la suite. Ça va changer quoi par exemple pour un patient adulte? Pour un patient adulte, il va y avoir une prise en charge différente en fonction du type d'anomalie chromosomique qui va être décelée. Donc pas les mêmes médicaments donnés? Pas les mêmes médicaments.
Et de votre côté, qu'est-ce qui est décidé dans votre service ? Alors, dans le laboratoire d'hématologie, il y a deux volets. Il y a ce qui concerne l'analyse des éléments figurés du sang, des cellules sanguines, et l'analyse de la coagulation. Donc c'est vrai qu'on intervient souvent en première ligne, pour soit par les urgences, soit les patients hospitalisés, pour justement faire l'analyse des cellules sanguines. Alors en ce qui concerne le diagnostic des leucémies aiguës, effectivement, dans un premier temps, on va analyser le sang du patient, regarder s'il y a des cellules anormales, et puis également la moelle osseuse qui contient une cellule anormale qui a proliféré, ce qui va permettre de poser le diagnostic de leucémie, et il faudra avoir une caractérisation plus en amont pour savoir de quelle forme de leucémie il s'agit. Et cette analyse sera complétée effectivement par d'autres analyses comme les analyses de cytogénétique. Oui, c'est ça, professeur Lacarelle, ça peut se faire lors d'un simple passage aux urgences, quelqu'un qui vient faire une prise de sang. Alors effectivement, lors d'un simple passage aux urgences, ça peut déjà orienter beaucoup de choses. Bon, les diagnostics dont parlaient mes deux collègues, effectivement, ne se feront pas réellement en urgence, bien que ça puisse arriver. En fait, lors des passages aux urgences, on est plutôt sur du diagnostic de pathologies aiguës, telles que par exemple l'infarctus du myocarde, où effectivement, le simple passage aux urgences suivi d'une analyse de sang et corrélé avec l'examen clinique peut conduire effectivement très rapidement à un diagnostic d'infarctus du myocarde avec toute la prise en charge qui s'ensuit. Donc ça veut dire bien sûr que des personnes sont là 24 heures sur 24 pour effectuer ces examens ? Alors tout à fait, dans tous les grands hôpitaux et même dans les hôpitaux plus petits, il y a c'est ce qui caractérise la biologie du service public, il y a des biologistes, il y a des internes en biologie, des techniciens qui sont là effectivement jour et nuit pour donner des résultats. Et en combien de temps est-ce qu'on obtient un résultat ? En général, on peut obtenir un résultat en 30 minutes maximum, avoir un bilan extrêmement complet en 30 minutes. Le plus long étant souvent le délai d'acheminement du tube jusqu'au laboratoire. Et d'ailleurs, ça fait partie des objectifs de réduire ce temps en utilisant une automatisation du transport de tubes, par exemple des services d'urgence jusqu'au laboratoire. Docteur Zatara, c'est peut-être un peu plus long dans votre service ? Les recherches en génétique sont beaucoup plus longues, puisque dans tous les cas, nous, on travaille sur... Pour ce qui est des études cytogénétiques... Donc cytogénétique, on va quand même rappeler ce que c'est. C'est l'étude des chromosomes. Donc pour obtenir des chromosomes, il faut que les cellules se divisent, puisque les chromosomes n'apparaissent qu'au moment de la division cellulaire. Donc il y a une nécessité de passer par une culture cellulaire qui, en fonction de la pathologie, est variable. Donc la culture cellulaire va de 24 à 72 heures, voire même 96 heures suivant les cas. Et après, il y a toute une série de techniques qu'on appelle les techniques de sortie de culture. Donc dans le cas de leucémie aiguë, où le diagnostic est le plus pressé, on essaye de rendre les résultats en 5 jours. Et la moyenne nationale, c'est de rendre ces résultats entre 5 et 10 jours. Alors une question qui se pose bien sûr, c'est celle de la fiabilité de ces résultats. Dans votre cas, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Est-ce que ce sont des résultats sûrs ? Alors on espère que ce sont des résultats sûrs toujours, en sachant qu'on a toujours le risque, quand on met en culture des cellules, c'est qu'on a un pourcentage de cellules qui sont pathologiques, mais il y a des cellules normales à côté. L'anomalie qu'on cherche, elle n'est que dans les cellules pathologiques, et un karyotype normal pourrait être dû au fait que ce sont les cellules normales qui ont poussé, non pas les pathologiques. Mais pour éviter cela, on utilise des facteurs de croissance qui sont spécifiques des cellules leucémiques. Donc en principe, il ne doit pas y avoir d'erreur. Il y a un pourcentage d'erreur quand même ? Alors on ne peut pas appeler ça une erreur, c'est que les cellules n'ont pas forcément poussé. Mais par ailleurs, on fait d'autres techniques qui sont des techniques d'hybridation in situ en fluorescence, où on va tester certains gènes et qui permettrait de rattraper si jamais il y avait eu des erreurs. Par contre, il y a un autre écueil qu'on a, c'est les échecs de culture. Ça arrive que les cellules en culture ne se développent pas comme il faut. Et donc, on n'a pas de mitose. Et là, c'est plus le risque, c'est plus l'échec de culture. Donc, de mitose, ça veut dire que vous n'avez pas de... Que les cellules ne se sont pas divisées, si on n'a pas de mitose. Donc, si on n'a pas de mitose, on n'a pas de chromosome. Docteur Frère, c'est un peu votre raisonnement également ?
de savoir que cette fiabilité, il y a quand même un potentiel de risque. Ça évolue pas toujours de la façon qu'on souhaite. Oui, enfin, le potentiel de risque est très très faible. Effectivement, parfois, on combine des techniques, comme le disait le Dr Zattara, pour arriver au diagnostic de façon sûre. Il y a toujours effectivement un petit pourcentage de possibilité de ne pas arriver en première ligne au diagnostic, mais on est maintenant, le professeur Lacarelle vous en parlera, mais dans le domaine de la biologie, nous sommes en plus soumis à des normes de qualité très importantes de sécurité, et de sécurité qui ont vraiment permis d'améliorer considérablement la fiabilité du résultat qui maintenant est vraiment proche de 100%. Oui, c'est ça, professeur Lacarelle. Sur cette fiabilité, la biologie médicale a changé aujourd'hui ? Complètement. Je pense que c'est l'activité médicale qui est aujourd'hui la plus réglementée, la plus normée. Contrôlée. La plus contrôlée également, effectivement. Donc nous sommes soumis aujourd'hui à une norme qui est une norme internationale qui reconnaît effectivement la compétence des acteurs, mais aussi permet de garantir le résultat. Bien entendu, le zéro défaut n'existe pas, on le sait. L'erreur est humaine aussi. Voilà, l'erreur est humaine, mais elle est extrêmement rare dans notre domaine et j'ai envie de dire que dans 99,9% des cas, le résultat est parfaitement fiable et je crois qu'en termes de normes, on est très proche d'activités telles que, par exemple, l'aéronautique, dont on sait des normes ISO, c'est ça ? On est sur une norme ISO tout à fait qui est très exigeante. Alors certains examens sont quand même aujourd'hui décriés. C'est le cas pour la recherche de vitamine D. D'abord, en quoi ça consiste la vitamine D ? Alors la vitamine D, c'est une vitamine qui est essentielle au développement osseux notamment. Elle a d'autres actions dans l'organisme, on n'a peut-être pas le temps d'en parler. Alors c'est vrai qu'à la base, le déficit en vitamine D peut être un marqueur de certaines pathologies, mais normalement ce diagnostic, cette analyse devrait être réservée à quelques cas rares. Or, il se passe qu'on a probablement surprescrit ces demandes de dosage de vitamine D, avec derrière un coût important pour la sécurité sociale finalement. De l'ordre de combien ? Est-ce qu'on sait si c'est important ? De l'ordre de 90 millions d'euros. Donc c'est clairement un surcoût qui n'est pas justifié. Donc le dosage de la vitamine D devrait être réservé à quelques cas très particuliers, chez quelques patients âgés, chez quelques sujets insuffisants rénaux. Et il n'y a donc absolument pas de raison de systématiser ce dosage, ce qui malheureusement a été fait, entraînant un surcoût. Ça veut dire qu'aujourd'hui on le prescrit l'ordre d'un bilan sanguin classique ? Un peu trop souvent chez la personne âgée et d'ailleurs pour cette raison la Haute Autorité de Santé a émis un rappel à l'ordre récent pour en disant que c'était inutile. Voilà, en disant clairement que c'était inutile et qu'il y avait surprescription. Je crois comme on le sait, par exemple dans le domaine de médicaments, il ne faut pas abuser de certains médicaments. Pour la biologie, c'est pareil, il ne faut pas abuser de certaines analyses biologiques. Alors parler de biologie médicale, c'est parler d'une véritable spécialité. Qui travaille dans votre service ? Donc vous êtes médecin, vous êtes entouré de quel personnel ? Alors dans l'unité de cytogénétique oncohématologique, qui fait partie du département de génétique, on est 2 médecins, toutes les 2 praticiens hospitaliers. Il y a un assistant qui est un pharmacien. On a un ingénieur, 4 techniciens, une secrétaire. Et c'est ça parce que professeur Lacarelle, dans un laboratoire privé, par exemple, ce sont essentiellement des pharmaciens, il n'y a pas forcément de médecins, c'est peut-être la différence ? Non, pas nécessairement. Alors la biologie médicale est une discipline très particulière puisque c'est une discipline médicale qui est ouverte à droit égal aux médecins et aux pharmaciens. C'est la seule discipline qui peut être couverte par les médecins et les pharmaciens. Docteur Frère, est-ce que les progrès sont importants dans votre service aujourd'hui ? La biologie médicale, on dit qu'elle fait un bond, une forte évolution, beaucoup de changements. Oui, les progrès sont importants, mais les découvertes scientifiques sont importantes et les répercussions qu'elles ont au niveau des diagnostics et de la mise en œuvre de ce qui a été découvert sont effectivement importants. Les évolutions technologiques sont importantes aussi. Donc il y a eu ces 20 dernières années une grande automatisation de la biologie médicale dans de nombreux domaines. Et qui permet quoi ? Qui permet d'accélérer le temps, par exemple ? Qui permet par exemple d'accélérer
d'accélérer effectivement le temps de rendu, le délai de rendu des résultats, mais aussi, on le sait, de minimiser les erreurs possibles, puisque finalement, l'automatisation diminue le nombre d'erreurs possibles. Oui, docteur Zattara, c'est aussi le cas dans votre service, une automatisation qui est rendue possible ou pas? Alors nous, dans le département de génétique, c'est sûr qu'il y a une flambée dans les 20 dernières années de tout ce qui est technique et découverte. Il y a une automatisation qui est dans certains secteurs plus importante que dans d'autres. Je dirais qu'en biologie moléculaire, il y a beaucoup plus d'automatisation qu'en cytogénétique, que la cytogénétique est en train d'évoluer. Peut-être d'ici quelques années, on fera beaucoup moins de chromosomes que ce qu'on fait actuellement. Pour quelle raison? Parce que le seuil de détection des anomalies en cytogénétique est de l'ordre de 15 à 30 mégabases. Or maintenant, avec les techniques de CGHRE qu'on a mis au point dans le service, la détection d'anomalies, elle est de 100 à 200 kilobases. Donc ça fait... Mégabase, c'est 10 puissance 6 et kilobase 10 puissance 3. Donc on a grandement diminué. Donc il est très possible que dans un avenir très proche, le karyotype soit un peu délaissé au profit d'une autre science finalement, de ces techniques-là, au moins en ce qui concerne les anomalies de structure, les anomalies fines. C'est vrai que les anomalies de nombre des chromosomes, le karyotype suffira. Donc il y a une grande évolution dans le département. Et le département de génétique a une particularité par rapport aux autres services de biologie, c'est qu'il y a une partie qui est clinique aussi, il y a une activité clinique et biologique. Oui, c'est ça, professeur Lacarelle. Des fois, des spécialités qui se confondent. On fait appel à plusieurs spécialités avant de poser un diagnostic. Ah oui, de toute façon, même si à l'intérieur de la biologie médicale, il y a plusieurs, disons, sous-spécialités dont on a parlé, l'hématologie, la biochimie, la génétique, etc., c'est bien souvent l'ensemble des résultats qui sont fournis par ces différentes sous-disciplines qui vont concourir effectivement à un diagnostic biologique. Oui, tout à fait. Et vous êtes spécialisé aussi en toxicologie, là aussi, de grandes évolutions aujourd'hui ? Alors oui, l'évolution majeure dans notre domaine, c'est une évolution technique, là aussi, qui est le développement d'une technique qu'on appelle la spectrométrie de masse, qui nous permet de détecter avec une grande fiabilité des quantités très faibles de toxiques et d'identifier donc assez facilement des toxiques, puisque... Lesquels, par exemple? Alors tous, théoriquement tous. Le problème qui est posé dans un certain nombre de cas, c'est que le patient arrive aux urgences. On sait qu'il a été victime d'une intoxication parce que compte tenu du contexte clinique, on suspecte un toxique, mais on ne sait pas toujours quel est le toxique. Et lui-même ne le sait pas. Et lui-même ne le sait pas, notamment s'il est dans le coma, bien évidemment. Et dans ce cas de figure, il peut être important pour les médecins réanimateurs de connaître le toxique, car en fonction de l'origine du toxique, de sa toxicité finalement, la réaction est différente. La réaction est différente, surtout la prise en charge va être différente. Donc on a effectivement de nombreux cas où le diagnostic donc toxicologique va permettre d'orienter le traitement le mieux adapté pour la personne intoxiquée. Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut détecter des traces de toxiques, ce qui n'était pas le cas avant, de vraiment des doses infimes. Mais surtout on est capable de détecter très rapidement, d'identifier un toxique. Quand on ne sait pas, je vais prendre un exemple très rapidement d'un cas concret. Une personne croyant avoir avalé de la vodka avait avalé un produit toxique que je ne citerai pas pour des raisons de confidentialité, mais il a été possible donc d'identifier très rapidement ce toxique et de prendre en charge correctement cette personne. Docteur Frère, dans le service d'hématologie, quelle est la proportion de patients dont les analyses reçues, des analyses de sang, sont pour des patients qui ont été reçus en urgence? Alors, il y a une grande... En ce qui concerne l'hôpital de la Timone, il y a un service d'urgence, donc je pense que ça représente 10% vraiment les urgences, mais nous avons aussi toutes les réanimations médicales qui sont également des examens très urgents. Donc au total, on a au moins 40 à 50% des résultats qui sont rendus, qui sont des résultats urgents. Donc ça veut dire que les autres cas, c'est pourquoi? C'est pour déceler des cancers du sang, par exemple?
Pas forcément. Nous avons par exemple le suivi de tous les patients hospitalisés, le suivi régulier des patients qui sont sous traitement anticoagulant par exemple, ce qui nécessite un suivi quotidien quasiment de leur traitement qui est réalisé grâce à des outils hématologiques. Voilà. Docteur Zatara, est-ce que vous êtes amené à rencontrer des patients? Alors moi je rencontre des patients, oui, puisque je m'occupe de la consultation d'oncogénétique, c'est-à-dire les patients prédisposés au cancer de façon génétique. Donc le plus souvent des leucémies, c'est ça? Non, pas du tout. Alors là c'est exceptionnellement des leucémies. Le gros de mon activité, c'est les cancers du sein héréditaires ou les cancers du côlon, mais je vois également les mélanomes héréditaires et certains cancers de l'enfant. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces patients que les résultats que vous avez trouvés en biologie médicale permettent de conforter un diagnostic? Alors là, c'est des consultations qui se font avec reconstitution de l'arbre généalogique. C'est des consultations vraiment de prédisposition. À partir de là, on va proposer une recherche de mutation de gènes très particuliers. C'est très ciblé. Et en fonction des résultats, effectivement, s'il y a une anomalie génétique, ça veut dire que la personne est prédisposée, qu'elle va avoir une prise en charge particulière par rapport au reste de la population en général, et surtout qu'on va pouvoir proposer à ces apparentés qui sont en général indemnes un diagnostic de prédisposition et une prise en charge qui sera présymptomatique. Professeur Lacarelle, dans quelle mesure la biologie médicale fait-elle naître des espoirs contre la lutte dans les différents cancers, que ce soit cancer du sein ou autre? Alors, d'une façon générale, aujourd'hui sont découverts très régulièrement de nouveaux biomarqueurs. Donc la recherche de ces biomarqueurs chez les patients atteints de cancer ou la recherche de mutations particulières des mutations concernant la tumeur permet très souvent de choisir le bon traitement pour le bon patient, d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée, donc de mieux individualiser les traitements sur la base de résultats biologiques. Et par ailleurs, effectivement, certains de ces biomarqueurs permettent de mieux diagnostiquer et aussi de mieux comprendre le mécanisme de développement de certains cancers. Oui, docteur Frère, c'est aussi votre constat, c'est-à-dire que grâce à cette recherche, on peut individualiser le traitement pour les patients? Oui, tout à fait. Effectivement, on a des biomarqueurs de plus en plus précis et précoces qui permettront et qui permettent déjà dans un certain nombre de cas d'individualiser le traitement des patients. Des biomarqueurs, peut-être nous rappeler ce que c'est aussi? Alors les biomarqueurs, ça peut être plusieurs biomarqueurs, des biomarqueurs qui sont faits en biochimie. Moi, en tant que généticienne, c'est essentiellement des mutations géniques qui vont être mises en évidence ou des translocations chromosomiques qui sont à l'origine de fusions de gènes qui normalement n'étaient pas juxtaposés, qui deviennent juxtaposés. Donc forcément, tous ces marqueurs sont des marqueurs mais du cancer déjà présent. Et par ailleurs, il y a des mutations qu'on appelle constitutionnelles qui existent dans toutes les cellules de l'organisme et qui, elles, prédisposent au cancer et qui sont également des biomarqueurs qui permettent de dépister des populations à risque et de cibler ces populations. Et une fois qu'on les a dépistées, on peut leur proposer un traitement adapté en fonction de ce qu'on a trouvé? Alors, ce sont des personnes, ça s'adresse à des personnes qui sont indemnes de cancer, donc on ne va pas leur proposer un traitement, on va commencer par proposer un dépistage de ces... Donc on va agir en amont du traitement et éventuellement après, si jamais les tumeurs se développaient, on essaie de les prendre au stade le plus précoce possible et de proposer la prise en charge la plus adaptée possible. Vers où va la biologie médicale aujourd'hui? Vers encore plus d'automatisation ou bien on va vers encore autre chose? Alors il est certain que l'automatisation va prendre une place de plus en plus importante. Cela étant, il ne faut pas croire que demain la biologie ne sera faite que par des robots, même si on se sert très largement de robots aujourd'hui. L'expertise humaine reste encore très importante, même si effectivement cette robotisation nous permet effectivement d'accélérer les process et, comme on le disait tout à l'heure, d'assurer une fiabilité parfaite. Mais pour l'instant, en tout cas, les robots ne sont pas prêts de remplacer les biologistes.
Alors, de plus en plus de maladies détectées aujourd'hui en laboratoire, est-ce que ça ne veut pas dire aussi d'un côté que plus on cherche, plus on trouve des maladies avant auxquelles on n'avait pas accès ? Certainement, mais ça fait partie des progrès de la médecine. Très longtemps, le diagnostic a été basé essentiellement pour l'examen clinique, on va dire jusqu'à la fin du XXe siècle. Au XXIe siècle, aujourd'hui, le diagnostic est très souvent orienté sur des examens paracliniques, dont les examens biologiques, qui prennent une part effectivement de plus importante, et je crois qu'il y a réellement eu avec le changement de siècle une évolution vers l'essor de la biologie et vers la nécessité de plus en plus importante d'avoir recours à la biologie pour participer au diagnostic. Docteur Frère, vous, est-ce que vous effectuez de plus en plus d'examens ? On effectue de plus en plus d'examens, effectivement, aussi bien pour les patients hospitalisés que aussi au niveau, mais je crois que ça nous concerne tous, au niveau de l'hôpital, on dispose d'examens extrêmement spécialisés qui ne sont pas disponibles dans d'autres structures, donc on réalise aussi des examens qui nous sont envoyés de plus petits laboratoires, et l'expertise des biologistes hospitaliers va permettre de réaliser ces examens. Alors merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de l'émission C'est la santé pour nous parler de biologie médicale, un magazine que vous pouvez retrouver sur notre site internet lcm.fr.